Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à une vingtaine de kilomètres de Saint-Dié-des-Vosges découvrir un village d'un peu moins de 600 habitants. La commune compte plusieurs hameaux et l'habitat est donc très dispersé. Direction La Houssière où nous rencontrerons Guillaume Husson qui est le gérant actuel de la biscuiterie homonyme. L'entreprise familiale a été créée en 1965. En fin d'émission, c'est dans un lieu très important que nous nous rendrons quand on parle de patrimoine, le Haut-Fer de Brou-Aumont, et c'est Hervé Ackermann qui nous en parlera. Mais pour débuter, Jean-Paul Boulanger, nous sommes avec vous. Vous êtes le maire du village depuis 2020. Alors, c'est pas une première pour vous puisque vous avez déjà été maire entre 1977 et 2001, c'est bien ça? Effectivement, j'ai été adjoint à 26 ans, maire à 32. J'ai arrêté à 50 pour développer mon entreprise et parce que, par convenance personnelle. Et en 2020, on est venu me voir, me demander tout simplement que je m'intéressais un peu à la question du renouvellement du mandat parce que il y en a qui pensaient qu'il y avait un besoin. Donc je n'ai pas réfléchi longtemps et me voilà. Comment elle a évolué cette fonction en 20 ans? Parce que vous avez arrêté pendant 20 ans. Alors, vaste sujet. J'ai le recul, j'ai l'expertise et j'ai l'analyse. Ça se complique. On ne peut pas dire que les choses se sont simplifiées. La normalisation et le millefeuille, pour être court, sont dommageables pour la gestion de nos communes. Ça pourrait être plus simple, ça a été plus simple. C'est difficile de dire que c'était mieux avant pour ceux qui ne l'ont pas connu, mais moi je peux le dire, c'était quand même plus facile avant et on faisait les mêmes choses avec plus de facilité, plus d'humanisme. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à La Houssière? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à La Houssière? Alors ça, il faut demander aux habitants vraiment. Moi, même avant d'y habiter réellement, je me sentais bien dans la vallée. Parce que la vie est paisible, calme, avec un centre-bourg historique agricole et un lieu-dit, Vanémont, où l'industrie textile s'est installée dans les années au siècle dernier. D'autres atouts peut-être dans ce village. Un atout en tout cas, c'est cette école. Est-ce que vous le voyez comme un atout? C'est plus qu'un atout, c'est une nécessité. On devrait tout faire pour garder nos écoles dans nos villages, parce que perdre son école, c'est perdre l'âme. Il y a une école dans le village et qu'on s'occupe de leurs enfants toute la journée. C'est vraiment un atout et ça fait vivre le monde associatif, les liens sociaux, les liens humains. Enfin, c'est important. C'est important. Est-ce qu'on peut dire que grâce à cette école notamment, ça va chez vous ici à La Houssière? Oui, ça va, mais ça va forcément. Après maintenant, si on parle du budget, ça va aussi. Ma foi, je dis ça devant vos caméras. Peut-être faire des envieux, mais on se débrouille bien. On arrive même à baisser les impôts. Enfin, ça c'est pour une autre raison, mais on l'a fait quand même. Et donc un budget qui permet aussi de se projeter et d'avoir des projets. On est devant l'un de ces projets, le four à pain de la commune. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il en est? L'histoire de ce four à pain, c'est un four privé que l'ancienne municipalité, quand on leur a proposé de devenir propriétaire, ils n'ont pas hésité. Ils l'ont mis hors d'eau et puis sauvegardé dans l'essentiel. Il est en parfait état. C'est important de conserver ce patrimoine, tout comme l'église. On sait que vous avez aussi une belle église dans le village. Il y a une demande parce que les gens ici ils sont attachés à leur patrimoine. C'est sauvegardé, ils sont contents, le faire vivre, alors là, ça va être la fête, quoi. Et la dernière chose peut-être dont on va parler, c'est cette donation qu'il y a eu dans la commune d'une maison, d'une bâtisse. Oui, un ancien maire, M. Marchal, pareil, à la fin du 19e siècle, a fait la donation de ses biens. Et puis il s'est trouvé qu'en 2020, il fallait faire passer le pas, encore une fois, pour offrir à la population ou même aux habitants des logements dignes de ce nom, au goût du jour, comme on sait les faire aujourd'hui. C'est pas très gros, c'est des petits T2, très 3. Donc des locatifs avec des revenus donc pour la commune aussi, qui permettront de rembourser finalement. Qui vont s'ajouter aux autres locations qu'on peut avoir, parce que pareil, l'ancienne municipalité a racheté la maison de retraite des étangs de la Balassière, où on a déjà là-bas 7 appartements.
et l'ensemble des revenus couvriront normalement tous les emprunts de la commune. Ça permet de conserver des personnes sur la commune. Merci beaucoup Jean-Paul pour votre accueil ici à La Houssière. Nous partons maintenant à la rencontre de Guillaume Husson. C'est dans les années 60 que l'entreprise Husson est née. Depuis, chaque année sortent de cette biscuiterie des tonnes et des tonnes de pâtes feuilletées, sablées, brisées, mais aussi pâtes à beignet. Tour d'horizon de cette histoire familiale avec Guillaume Husson. Guillaume, merci de nous accueillir. Nous sommes dans l'atelier de fabrication de ces pâtes. Alors, les années 60, comment ça démarre cette histoire familiale? Ça a démarré en 1965 avec mon grand-père. Donc, mon grand-père a créé une boulangerie à l'époque. Donc, une boulangerie avec du pain et tout un tas de choses. Et chocolaterie aussi, c'est ça? Et une chocolaterie, c'est ça. C'est ma grand-mère qui faisait les chocolats notamment. Et donc, petit à petit, on a eu de la demande sur les pâtes ménagères, donc pâtes ménagères, pâtes feuilletées. Pour les vendre, on s'est servi de la grande distribution. Et c'est comme ça que finalement, c'est devenu une entreprise et plus une simple boulangerie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'était une boulangerie et ça s'est un peu plus industrialisé avec le temps. Quand mon papa est arrivé en 89, il a remis un coup de booster. Voilà, c'est ça, aux cadences de production. Et en 95, du fait de l'augmentation de la production, il a décidé d'investir dans cette usine, ce qui nous a permis à l'époque de produire entre 300 et 400 tonnes de pâtes. Et donc maintenant, ça a évolué alors? Ça a un peu évolué, oui, c'est vrai. On est passé à 500 tonnes de pâtes par an. Alors pâtes, plus uniquement de la pâte feuilletée, c'est ça? Donc c'est de la pâte ménagère, donc ce qui englobe les pâtes ménagères, c'est de la pâte feuilletée, pâte brisée, pâte sablée, pâte à pizza et flamencuche, et également de la pâte à beignet pour carnaval. Donc on commercialise nos produits sous différents formats. Donc il y a les formats blocs en 500 grammes, le format 300 grammes, les formats déroulés 250 grammes. Ça c'est quand on est pressé, ça. C'est ça, voilà, oui, malheureusement. C'est une gamme qui est quand même assez large. C'est ça, on a une dizaine de références. Et les beignets, forcément, dans notre région, c'est quelque chose qui fonctionne aussi. C'est un moment phare de l'année, la pâte à beignet. Oui. On commercialise et on produit 35 tonnes de pâte à beignet par an. Notre moment fort commence mi-novembre jusqu'à mi-février, en gros. Donc avec les pâtes feuilletées et puis les galettes des rois, bien évidemment, et puis donc la pâte à beignet, c'est ça? C'est ça, voilà, oui. Vous avez rejoint l'activité quand, l'entreprise? Alors vous êtes baigné dedans depuis très longtemps, depuis tout petit, c'est vrai, mais j'ai rejoint il y a une dizaine d'années. Les choses se sont faites naturellement. J'ai repris il y a 2-3 ans, quoi. Et je suis accompagné de mon petit frère et de ma maman. Une entreprise familiale jusqu'au bout, qui regarde un œil. C'est ça, qui garde un œil. Toujours une entreprise familiale donc. Alors on va parler des produits maintenant. Donc on a parlé des pâtes feuilletées, des pâtes brisées, des produits de qualité dedans et qui viennent aussi pour la farine notamment du coin, du secteur. C'est une farine qui provient d'un blé Alsace et Lorraine. On ne sait pas trop d'où exactement, mais c'est assez proche. On parle beaucoup du faire soi-même, beaucoup de personnes qui, et puis voilà, l'essor des robots ménagers. Est-ce que vous avez ressenti cette commercialisation de robots ménagers? Est-ce qu'il y a moins de personnes qui achètent des pâtes ou au contraire c'est l'inverse? Pas forcément. C'est-à-dire que les ventes se sont certes stabilisées en pâte brisée. Parce que la pâte brisée c'est assez facile à faire au robot notamment, pâte sablée également. Mais tout ce qui est pâte feuilletée ça demande un peu plus de savoir-faire et beaucoup plus de temps. Donc pour la pâte feuilletée on a toujours une demande qui est en constante augmentation, voilà, c'est ça. Combien de personnes travaillent ici pour gérer tout ça? On est 8 en période creuse et on peut monter jusqu'à 10 en période forte. Donc période forte et les périodes de fin d'année. Et alors comment ça se passe au niveau de la production? On voit derrière nous, donc aujourd'hui c'est de la pâte feuilletée au moment où on est là. C'est chaque jour une pâte, comment vous fonctionnez? Nos journées commencent à 4h30 du matin, donc tout commence au niveau du pétrin. Donc on va pétrir la pâte délicatement. On la mettra dans l'extrudeur ou le laminoir, tout dépend des recettes. La pâte feuilletée, donc elle passe dans le laminoir et on fait plusieurs plis, c'est ça? Et pour que le feuilletage se développe. Pour une bonne pâte pâte feuilletée, il faut donner 4 à 5 tours. Donc on a dit combien de tonnes chaque année? 150 On produit 500 tonnes. 500 tonnes. Voilà. Et dont 150 tonnes de pâte feuilletée, c'est ça? Un peu plus de 250 tonnes de pâte feuilletée, oui. Un peu plus de 250 tonnes de pâte feuilletée, ce qui en fait vraiment le produit phare ici. C'est ça, oui. La pâte feuilletée, c'est le produit le plus valorisant, si vous voulez, pour le consommateur. Vous êtes distribué dans un grand quart nord-est, c'est à peu près ça? Et en grande distribution dans plusieurs enseignes, c'est ça? On travaille avec les grandes et moyennes surfaces de la région. On vend nos produits en direct, c'est-à-dire via nos camionnettes, ou un secteur de 100 à 150 km. Guillaume, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre atelier. Nous partons maintenant au fer de Brou-au-Mont.
Nous sommes au cœur d'une authentique scierie hydraulique bâtie en 1841 sur les ruines d'un ancien moulin à grains. Le Haut-Fer de Brouaumont, élément essentiel du patrimoine local et propriété de la famille Ackermann. Rencontre avec Hervé. Hervé, merci de nous accueillir. Nous sommes devant ce Haut-Fer, un élément essentiel du patrimoine. Je le disais, vous ne pouvez pas me contredire, c'est depuis le début dans votre famille. Tout à fait, oui, depuis de génération en génération. Et aujourd'hui, la famille Ackermann est propriétaire de ce Haut-Fer depuis 1841. Alors un Haut-Fer, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne ça fonctionne à l'eau. C'est une scierie essentiellement pour du bois local, résineux à l'époque, et qui fonctionne exclusivement à l'eau, avec une roue d'eau, avec une retenue d'eau en amont, et qui fait fonctionner un fer qui monte de haut en bas, avec tout un système mécanique en sous-sol du matériel. Qu'est-ce qu'on sait de ce Haut-Fer, alors, hormis qu'il a été construit en 1841, je le disais, sur les ruines d'un ancien moulin à grains, c'est ça? Tout à fait. À l'époque, là, dans la vallée, il n'y avait pas du tout de forêt, et c'était que de la prairie tout le long. Et c'était cultivé, et il y avait un moulin à grains. Les guerres ont passé, les forêts ont été replantées, et dans la vallée d'ailleurs, il y avait des Hauts-Fers, maintenant qui sont en ruine, qu'on ne voit plus, à part le nôtre. Tous les kilomètres, il y avait un Haut-Fer qui suivait le cours de la Mortagne, jusque Bruyères, jusqu'au fond des vallées, quoi. C'est important de les conserver et on voit justement qu'il n'est pas en fonctionnement ce Haut-Fer depuis plusieurs années, c'est le cas. Les images qu'on voit, c'est des images d'archives. Oui. Ça fait plusieurs années parce que vous avez des soucis pour le remettre en fonctionnement. C'est quoi le problème aujourd'hui? Le gros problème, je pense que c'est un Haut-Fer encore privé. D'autres Hauts-Fers sont encore en fonctionnement, mais sous l'effigie de différentes institutions qui permettent un fonctionnement plus facile et des autorisations aussi plus faciles pour la réadaptation du fonctionnement. Nous, on a un gros souci d'arrivée d'eau où il y a la digue qui est à 100 mètres en amont qui a lâché en 2020. Toutes ces institutions sont passées, ont vu les dégâts, ont vu ce qu'il y avait à faire. Ce qui bloque, c'est la police des eaux avec les normes environnementales qui ont changé. Et aujourd'hui, financièrement, l'association qui gère le Haut-Fer ne permettrait pas de financer ces coûts de rénovation de la digue, quoi. C'est pas la première fois qu'elle lâche. C'est tenu avec du bois, donc le bois, à un moment donné, avec l'eau, l'humidité, pourri. Et cette digue-là a lâché, à chaque génération de chez nous a refait cette digue-là à l'identique. Et aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle et je me trouve confronté à justement la DDT, la police des eaux, qui me renvoie vers un bureau d'études en me disant qu'il faut faire une passe à poisson, il faut faire de l'enrochement pour permettre de remettre en fonction le Haut-Fer. C'est un crève-cœur, j'ai envie de dire, surtout quand on sait que ça a toujours été dans la famille. Aujourd'hui, vous avez envie de le revoir fonctionner, ce Haut-Fer? Ah tout à fait. Moi j'ai vu mon grand-père travailler, mon père y travaillait. C'est quelque chose qui est dans la famille où, à l'époque, quand j'avais 10 ans, mon grand-père était là, on avait encore de la neige, il y avait 1 mètre de neige, on mangeait à l'intérieur avec ma grand-mère et le Haut-Fer, la roue derrière tournait, c'était génial. De ne plus le voir fonctionner, c'est juste pas possible, quoi. Donc on essaye de le réhabiliter par nos propres moyens pour justement refaire tourner un peu la roue, parce que la roue n'est pas vieille, elle a été refaite il y a 10 ans. Elle n'est plus alimentée en eau, elle sèche, elle prend la pluie. Et tout ça, c'est dommage, quoi. C'est dommage qu'un patrimoine, encore une fois je dis, parce qu'il est privé, et à cause de ce qu'il soit privé, c'est l'un des seuls qui soit privé encore aujourd'hui, on ne nous aide pas. Mais il restera privé? Et il restera privé, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et on va rappeler que c'est quand même un site qui accueillait en tout cas beaucoup de visiteurs, des visiteurs chaque mercredi, chaque dimanche. Tout à fait, le mercredi après-midi et le dimanche après-midi avec notre groupe associatif. On a une quinzaine de membres. On avait à peu près à l'année 600 visiteurs. 600 visiteurs, ouais. Bon, on espère que votre appel sera entendu. En tout cas, Hervé, bonne continuation à vous. Merci de nous avoir accueillis. Oui. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.
Alors il peut être par là, le haut-fer de Bromont, ou par là-bas. C'était Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria, habité